Bonsoir aux uns et aux autres. Merci de participer à cette rencontre autour du do-it-yourself pour faire autrement. Cette rencontre qui prend place dans le cadre de Ring, dont vous avez tous entendu parler, forcément. Ring, qui est cette biennale organisée par le Centre dramatique national que l'on salue pour l'occasion et qui, grâce à sa proposition de programmation, offre des espaces nouveaux autour du théâtre, de la création et de leur rapport avec les mondes numériques. Évidemment, cette conférence, ou plus exactement ce débat, cette conversation, c'est plutôt une conversation d'ailleurs qu'une conférence, cette conversation est à l'initiative de la métropole du Grand Nancy, qui, dans le cadre de ces moments d'invention, dont vous avez peut-être entendu parler, eh bien, cette métropole vient soutenir l'opération Ring et vient la soutenir, cette opération, à travers des installations que vous avez sans doute découvertes. Je crois qu'il y a 3 installations à côté. Alors c'est le soir que ça marche plus particulièrement, mais même en journée, à la médiathèque avec une œuvre de Mathieu Chamagne, avec mécanique discursive au Théâtre de la Manufacture, au premier étage dans la mezzanine de nos amis d'Antivij, et puis Stratum, qui est une installation qui est installée dehors, du collectif Cheval Vert, une installation qu'on voit le soir, lorsque le soir tombe un petit peu. Et puis 2 autres installations à l'autre canal, puisque vous savez que Ring et ses partenaires proposent différentes propositions artistiques dans différents lieux de la ville, et en particulier à l'autre canal, puisque l'autre canal est aussi un des partenaires de ce festival. Et la métropole propose 2 installations à l'autre canal, MR808 et Step Up, que vous pouvez aussi découvrir du côté de chez nos amis de l'autre canal. À côté de ces installations, 3 conversations. La première a démarré vendredi dernier. Elle portait sur la métropole créative et on a eu l'occasion de discuter. Je reconnais plusieurs visages qui étaient là à ce moment-là et qui ont pu participer, enfin en tout cas écouter un petit peu tout ce que les différents partenaires, les différents intervenants ont partagé. Alors aujourd'hui, je veux d'abord remercier ici, parce que si je fais pas ça, c'est pas bien. Donc je remercie les intervenants qui sont là, mais je vais en profiter pour les présenter rapidement. Puis ils vont se présenter eux-mêmes là aussi. Je voudrais juste remercier le conservatoire à rayonnement régional dans lequel nous sommes ici, conservatoire et Olivier Perrin, toutes ces équipes du conservatoire, les remercier de leur accueil, de l'installation technique qu'ils nous font ici, avec un chauffage particulièrement bien réglé. Je tiens à vous féliciter, les gars, vous êtes vraiment forts sur ces questions. Et donc, vous encore, vous avez 3 à 5 degrés de moins qu'ici. Donc, si vous voulez, comme on est dans le do-it-your, on changera à un moment donné au cours de... Non. Et donc, cette conversation se fait ici. Elle se fait avec plusieurs intervenants. Et très rapidement, je vous propose de les découvrir. Alors, tout de suite à côté de moi, et je la remercie d'avoir raté son train tout à l'heure, mais d'être là quand même, Virginie Pez. Donc, Virginie est enseignante-chercheur, elle est maître de conférence à Paris 2, Panthéon-Assas. Et je te tutoie, parce que je ne veux pas te vous voyer maintenant. Je te laisserai le soin d'aller un petit peu loin dans la présentation, un tout petit peu après. Vincent Guimas, un peu plus repéré à Nancy, puisqu'en fait, il intervient à l'école d'art, à l'école nationale supérieure d'art, où il encadre un atelier, un arc, c'est comme ça qu'on dit. Vincent est évidemment... c'est compliqué à te définir, donc je te laisserai te définir toi-même, mais il y a quelque chose de l'ordre du chercheur, de l'artiste, du fondateur, enfin il y a beaucoup de choses, de l'enseignant. Il y a vraiment beaucoup de bouts par lesquels on peut te saisir, et donc je préfère que tu nous dises ensuite vraiment comment tu souhaites être présenté. Laurent Dupont, ingénieur, chercheur, Université de Lorraine, et en particulier un des cofondateurs du Fab Lorraine Living Lab. Non, du Lorraine Fab Living Lab. Mais décidément, vous savez, c'est très compliqué le Lorraine Fab Living Lab. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, c'est un nom compliqué. Lorraine Fab Living Lab, c'est ça? Ouais. Donc, c'est super dur. Donc, Lorraine Fab Living Lab, et tu nous diras ce que tu fais dans le Lorraine Fab Living Lab. Enfin, et je le salue parce qu'il vient au pied levé quasiment. Et merci Gaëtan Naudet-Célie,
Voilà. Alors Gaëtan, c'est quelqu'un enfin, lui aussi passionnant à écouter, parce que quand tu m'as envoyé ta proposition, tu m'as dit « je suis projeteur de projet ». Bon, je suis initiateur d'initiative. Je dis bon, alors là, ça va être très compliqué pour essayer de cadrer ce que tu fais réellement. Tu es ramasseur d'idées et d'une certaine façon, tu as comme ça une expérience dans le monde de l'édition qui n'est pas tout à fait l'édition qu'on connaît, qui est une édition un petit peu particulière. Donc tu en parleras, j'imagine. Et puis il n'y a pas que ça qui fait ta définition. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, je vous propose la règle du jeu suivante. Ils vont se présenter. Je reprends la parole 5 minutes à peine, et puis ensuite, après, je vous donne la parole. Chacun peut, en gros, avoir à peu près 5 minutes de conversation. Je vous proposerai un ordre très précis au départ, pour qu'on ait un petit peu réglé ça en 3 minutes avant. Et puis ensuite, après, au vu de la discussion, et c'est l'intérêt que vous soyez là aussi, au vu de la conversation, c'est aussi que vous puissiez être associé à la conversation, que vous puissiez discuter. Donc n'hésitez pas à lever la main, il y a un micro pour 75 personnes, et nous on en a 4 pour 3. Donc si vous voulez, on va équilibrer tout ça assez rapidement ensuite. Un petit mot juste pour vous présenter. Juste comme ça, quelques mots, juste pour aller un petit peu plus loin dans la présentation. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je m'appelle Virginie Pez, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, qui est l'université Paris 2. Et dans le cadre de mes recherches et de mes travaux, je m'intéresse aux tendances de consommation et en particulier aux mécanismes psychologiques qui guident les choix des consommateurs. Donc je m'intéresse à toutes les formes de consommation émergentes, notamment dans ce cadre. Et donc notamment tout ce qui relève de ce qu'on appelle le do-it-yourself. Absolument, voilà. Du coup en tant que forme de consommation, oui. Bonsoir. Alors, 3 petites casquettes. La première, celle que tu as évoquée, je suis enseignant ou intervenant à un art qui s'appelle Fab City, donc je m'intéresse à la fabrication dans la ville. Par ailleurs, j'ai un lieu à Paris qui s'appelle Les Arts Codés, voilà, qui essaie de travailler sur cette relation entre fabrication numérique et métier d'art. Et j'encadre ou j'assiste des projets autour de la ville fabricante pour des métropoles où j'assiste des grands comptes sur ces questions-là. Voilà, la ville fabricante, un sujet que je vais essayer de vous développer avec vous. Bonsoir, donc je suis Laurent Dupont, effectivement je suis le cofondateur du Lorraine Fab Living Lab. Alors pour faire simple, c'est une plateforme de recherche en fait d'un laboratoire qui est dédiée à l'innovation et je vous expliquerai pourquoi on s'intéresse à ça. Et moi par ailleurs j'ai plusieurs casquettes. Je suis également intervenant donc dans une école d'ingénieurs dédiée à l'innovation où je travaille sur des projets en milieu complexe. Je travaille aussi sur Big Data Smart City à Télécom, donc voilà, j'ai plusieurs choses. Et sur la question du do it yourself, pardon, c'est plutôt au niveau de la plateforme Fab Living Lab que ça m'intéresse, puisque l'idée c'est au sein de la recherche comment développer nos propres instrumentations pour associer le plus grand nombre d'acteurs, usagers, citoyens dans la conception des projets et dans le suivi des projets de recherche. Bonjour, moi c'est Gaëtan. Moi je vais parler surtout d'Hiatus, des projets que j'ai initiés il y a 7 ans maintenant, où on a appris à faire ensemble, à éditer une revue, à faire des festivals, des jeux, des interventions d'éducation populaire. Ensuite, on a essayé d'autonomiser des groupes directement en donnant des codes pour faire ensemble. Et puis cette attitude, on va dire, d'initiateur d'initiative ou de projeteur de projet, on essaye de la développer avec toutes les nouvelles générations, parce qu'on a pas mal d'étudiants, on est tous bénévoles. Donc de le développer, de le pérenniser, de poser le cadre pour que nos valeurs puissent se transmettre. Et puis, à côté de ça, dans mon vrai métier qui rapporte de l'argent, je m'occupe d'autonomiser des groupes d'entraide mutuelle pour personnes qui ont un trauma crânien ou une cérébrolésion, à travers la culture et le loisir. Donc voilà, une autre manière, et on essaye d'être inscrit dans une démarche d'éducation populaire. Merci. Alors, on a dans cette conversation, vous avez eu le petit papier, ou en tout cas vous l'avez peut-être récupéré. On a posé une question. Et la question, je la relis pour qu'on voit un peu d'où on part et ça vous permet d'y répondre, évidemment. Brico, Récup, Mashup, le do-it-yourself des pionniers de l'utopie numérique n'est-il devenu qu'un support à de nouvelles formes de consommation individuelle ? Question. Ou peut-il être encore un moteur de partage et d'invention collective ? Alors, si vous voulez, en posant cette question, très rapidement, on fait référence évidemment aux pionniers de l'utopie numérique. Le premier nom qui s'impose comme ça, d'une manière un petit peu classique, mais évidemment il y en a d'autres, c'est Stewart Brand. Stewart Brand
est un homme, on va dire, à la fois chercheur, biologiste, je crois, au départ, et puis aussi homme d'éducation, de culture, enfin un type un peu étonnant, qui est toujours vivant d'ailleurs. Il va avoir 80 ans le 14 décembre prochain, donc c'est vraiment quelqu'un qui a participé à la naissance de la contre-culture américaine, vous voyez, dans la fin des années 60, début 70, et il y a participé d'une manière assez intéressante, puisqu'il a développé, mis en place, et dans cette salle, il y en a quelques-uns qui connaissent ça très très bien. Et il a mis en place le All Earth Catalogue, qui était en fait un catalogue américain qui proposait en fait toutes sortes de produits à la vente. Donc on va retrouver nos questions, que ce soit des vêtements, des livres, des machines, des graines, enfin toutes sortes de choses utiles pour ce qu'il disait lui, un style de vie différent du style de vie que l'on avait développé aux États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire cette espèce de pensée très forte dans la croissance, dans la consommation, dans le développement de produits de masse, qui évidemment, chez nous, s'est également incarné à travers ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, cette course à la fabrication de produits en masse et qui a été largement distribuée. Donc, il est une des personnes qui va introduire quelque chose de différent et qui va, en quelque sorte, prendre un petit peu le contre-pied de cette philosophie ou de cette économie consumériste, en considérant que en réalité, il y a besoin de comprendre comment les choses marchent pour pouvoir s'en emparer réellement et transformer sa vie. C'est un petit peu ça la philosophie de Stewart Brand au départ. D'ailleurs, il ne fait pas que de faire un All Earth catalogue, puisqu'il va aussi faire une chose qui est assez drôle, c'est que non seulement il fait ce catalogue qui regroupe toutes sortes de tutos, on va dire ça comme ça, de fiches, produits, et il va essayer de le vendre un peu partout aux États-Unis pour expliquer quels sont les produits qu'on consomme, quoi, en quelque sorte. Mais il va aussi aller jusqu'au bout, c'est-à-dire avec sa femme, prendre un camion. Et c'est intéressant parce qu'il appelle ça le All Earth Truck Store. Et il va sillonner l'Amérique, enfin d'une certaine façon sillonner l'Amérique, mais quand même sillonner, pour aller en quelque sorte vendre, proposer ce All Earth Catalogue à tout le monde, dans l'espoir en réalité d'y faire vivre des foires éducatives. Hein. C'est vraiment, il y a une dimension quasi éducation populaire à partir de son activité, qui est tout à fait étonnante quand on pense que c'est pas forcément aux États-Unis que sont nés les mouvements d'éducation populaire, ce serait plutôt en France ou plutôt en Europe. Donc, je vais très très rapidement sur ce personnage pour vous dire que ce premier All Earth Catalogue est un document extraordinaire, exceptionnel. Il va en diffuser près d'1 million d'exemplaires. Donc on n'est pas à 2000 exemplaires dans un coin. Hein. C'est une véritable diffusion, mais une diffusion quasiment de la main à la main en direction des communautés d'acteurs qui se constituent, des communautés diverses en réalité, des gens qui finalement veulent sortir du modèle consumériste américain pour aller vers d'autres formes de partage et de vie. Donc c'est tout le mouvement hippie, c'est tout le mouvement alternatif qu'on découvre aux États-Unis, dont il est une des figures importantes. Et on voit comment, à travers ce All Earth Catalogue, vient se créer des ponts tout à fait extraordinaires entre la naissance du numérique dans son utopie, c'est-à-dire dans sa capacité à être un outil et un espace de partage, et en même temps ce travail autour de l'édition de ce catalogue. Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui va faire écho à ce qu'on dit probablement, ou en tout cas j'essaierai de vous chercher un petit peu là-dessus. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer l'attention des uns et des autres ce soir, c'est finalement le mouvement punk. Alors le mouvement punk, moi j'avais toujours un peu de mal, je suis un vieux monsieur de la génération des années 70, et donc moi le punk à l'époque, c'était pas trop en France, on n'entendait pas tellement les mouvements punk en France. En réalité, le mouvement punk, Cyril, qui travaille avec moi à la métropole, m'a expliqué calmement et gentiment que le mouvement punk, c'est d'abord parti d'une volonté d'aller inventer d'autres lieux de création musicale d'une autre nature, qui précisément n'utilise pas les scènes, les plateaux, les espaces codés pour faire ça, mais justement en dehors des lieux de production classiques, et donc en quelque sorte dans les sous-sols, dans les caves, dans les basements, et puis dans les garages en quelque sorte. Donc
en fait une culture qu'on a appelée underground. Et le underground dit bien ce que ça veut dire, c'est vraiment en dessous, quoi, littéralement. Et ce mouvement punk qui démarre finalement à la fin des années 60, début 70, il est d'ailleurs concomitant à cette pensée du do-it-yourself qui naît en même temps que les pionniers de l'utopie numérique. Et ce mouvement punk va se développer. Alors, il va se développer en Europe, je ne veux pas développer trop, notamment en Angleterre, notamment autour de la musique, mais pas uniquement. Et voilà, on a plus la référence des groupes punk des années 75, 80, 85 en Angleterre et en France, et un peu moins de ce que le mouvement punk pouvait dire à un moment donné, au-delà de la sphère musicale. Au-delà de la sphère musicale. Hein. C'est au fond une espèce aussi d'espace politique, anticonsumériste, réellement anticonsumériste, avec un rejet de la société de consommation, d'acheter des choses, enfin, etc. Il y a véritablement une culture différente. Cela étant, bon, la question de la débrouille, du bricolage ou du reste, enfin, ou du retour au matériel, c'est pas punk, c'est beaucoup plus ancien. Et Vincent, tu auras l'occasion de nous en parler à un moment donné ou à un autre. Mais retenez quand même que le mouvement punk est très très important, quoi. Hein, il va transformer. Troisième point, et je suis quasiment à la fin. Troisième point, c'est la culture maker. Et les makers aussi, c'est un mouvement que l'on connaît. On le connaît parce que c'est une branche un petit peu de la culture do-it-yourself, quoi. C'est un peu un truc à côté, mais quand même. Enfin, je suis pas un spécialiste des makers, mais il y en a au moins deux là qui sont pas mauvais dans les makers, donc vous pourrez préciser un peu ce que c'est. Mais c'est l'idée de faites-le vous par vous-même, quoi, finalement. Hein, ce do-it-yourself, faites-le vous-même. Et en tant que maker, n'ayez pas peur d'entrer dans la technique, de déconstruire, d'attraper les objets et de les faire, quoi. Et là où c'est intéressant, c'est que les domaines typiques, si vous voulez, des makers vont être évidemment dans l'électronique, la robotique et l'impression 3D. J'ouvre une parenthèse sur l'impression 3D. Et je le dis parce qu'ici, il y a une personne qui est très importante, qui s'appelle Jean-Claude André, qui est dans cette salle, et qui est quand même un homme incroyable. Alors, je ne le désigne pas du doigt, parce que ça ne se fait pas, si vous voulez. Mais il est là, dans cette salle, et cet homme est quand même l'inventeur de l'imprimante 3D avec d'autres collègues à lui, il y a un peu plus de 30 ans. C'est lui qui l'a inventé. Enfin, ce n'est pas vraiment l'imprimante 3D qu'on connaît maintenant, mais en tout cas, si, c'est ça. C'est absolument ça. Bon, eh ben, tu voilà. Donc, je salue l'inventeur de l'imprimante 3D dans cette salle, parce que c'est assez rare pour qu'on se dise qu'à Nancy, il y a quand même des types qui savent faire des choses. Bon, après, tu n'as pas vendu ton brevet aux Américains, c'est dommage, mais je plaisante. Mais non, je ne vais pas dire ça. Et donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question des champs dans lesquels interviennent les makers, notamment ces questions autour de l'électronique, de la robotique, de l'impression 3D, et d'une manière générale des machines-outils. Enfin voilà, il y a là quelque chose d'assez intéressant entre le retour au savoir-faire, à la main, à l'outil. Enfin, il y a toujours cette idée derrière tout ça. Voilà les quelques mots pour vous dire. On pourrait dire d'une certaine façon ensuite après que sortant de la sphère individuelle, de l'apprentissage et de la maîtrise des ressources et des objets à disposition, de leur mise en partage, on va sortir de la logique de la sphère individuelle pour aller peut-être un petit peu plus large. On va essayer de territorialiser un petit peu ces manières de faire, de penser, de voir, de se projeter. Et là, on rentre peut-être dans quelque chose, Vincent Guimas nous le dira, autour de la Fab City, la ville apprenante qui apprend sur elle-même. Enfin, je ne sais pas si on traduit ça comme ça. Moi, j'ai envie d'en parler de cette façon-là. Voilà, un petit peu pour vous mettre un peu dans ce contexte très particulier. Donc, retenons un peu le Earth Catalogue, retenons le mouvement punk, retenons le mouvement des makers, entendons parler de la Fab City, c'est peut-être intéressant. Et la première personne à qui je m'adresse, c'est Laurent Dupont, sur le travail que tu mènes en tant que chercheur, ingénieur et animateur en réalité du Lorraine Fab Living Lab. Comment est-ce que tu peux entendre cette question que nous nous posons tous? Voilà. Je vais peut-être revenir dans ce cas-là sur la genèse de la plateforme,
qui s'inscrit dans une dynamique qui a déjà une dizaine d'années en fait. Aujourd'hui, nos 10 ans, enfin aujourd'hui cette année les 10 ans du projet Living Lab qui était un peu à l'origine de la démarche. Juste pour préciser qu'en fait moi au départ je suis ingénieur de formation en génie industriel et je suis allé vers l'urbain et vers les formes collaboratives du faire la ville, quoi. Et notamment comment associer les usagers dans la conception des projets. Et en tant que chercheur j'ai été confronté à une limite qui était l'instrumentation scientifique qui permettait de mettre en œuvre des démarches alors qu'on pourrait qualifier de participatives si on est sur le plan paradigmatique, sciences politiques, etc. Mais concrètement, c'est comment on fait la ville ensemble et comment on associe des usagers, des habitants, des citoyens dans la conception de la ville. Et au début, pour faire ça, j'ai commencé à faire des choses dans des bars, dans des lieux où on pouvait accueillir des gens, et c'était pas suffisant. Et comme ça, germait l'idée d'avoir un lieu, un espace collaboratif où on pouvait faire travailler les gens ensemble de la compréhension de l'état initial, donc le diagnostic, à l'émergence des idées, ensuite voir la robustesse de ces idées pour pouvoir en faire des propositions d'actions concrètes validées par l'usage. Et en faisant converger un certain nombre de projets qu'on pouvait avoir dans mon laboratoire et dans l'école d'ingénieurs associés, le NSGSI, en fait, il se trouvait qu'on avait un Fab Lab. Et partant de là, je me suis servi justement des premières imprimantes 3D. C'est surtout mes collègues qui m'ont aidé. On a fait des maquettes, on a fait des premiers protos pour des projets urbains pour pouvoir associer les usagers en disant est-ce que c'est ça que vous voyez, est-ce que c'est ça que vous voulez, et en même temps on en a profité pour faire la promotion justement des premiers modèles d'imprimantes 3D, alors pour le coup open source, parce qu'effectivement on a Jean-Claude André qui est un des inventeurs de l'impression 3D ici, mais le gros succès, et je vais pouvoir revenir au do it yourself, donc de ces 10 dernières années qui a donné naissance, qui a amplifié le mouvement des makers, qui a donné cette reconnaissance ou ce côté un peu marketing sur les Fab Labs, c'est le fait que les brevets sont tombés dans le domaine public, certains brevets en tout cas, et ce qui a permis en fait d'avoir de façon libre, open source et peu cher des objets qu'on ne savait pas trop à quoi ça servait, mais ça permettait d'imprimer des choses en 3D. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des choses qui sont en open source assez impressionnants. Et la plateforme qu'on a aujourd'hui regroupe tout ça. Ça va vraiment de l'émergence des idées à leur matérialisation, puis le test par l'usage avec des dispositifs comme du eye tracking, des capteurs physiologiques pour mesurer de façon objective si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Pour en revenir au do-it-yourself, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tout ça n'est pas très neuf. Certains chercheurs l'ont montré. Enfin, voilà, dès les premiers mouvements agraires, le fait de s'occuper de son jardin, de son champ, on fait par soi-même. Ensuite, on a eu, j'y vais vraiment raccourci parce qu'on n'a pas le temps, mais ensuite on a eu la révolution industrielle et on montre en fait que l'ouvrier fait aussi par lui-même. La seule différence, c'est qu'il est plus dans son champ, il est dans une usine et on va lui ramener des ressources, mais à un moment donné, il fait quand même. Et aujourd'hui, dans l'ère de la communication, on va pouvoir faire, mais on va pouvoir faire chez soi. Alors, on est encore loin de l'usine à la maison, et c'est peut-être d'ailleurs pas ce qu'il faut, hein, mais on peut en tout cas, pour ses projets personnels, pour bricoler, ou même pour faire de la recherche comme nous on fait, s'appuyer sur des choses qui ont été développées dans d'autres endroits du monde, et puis avec un tuto, pouvoir échanger, apprendre des autres. Parce qu'en fait, le vrai enjeu derrière ces mouvements-là, c'est au-delà du faire par soi-même, hein, do it yourself, c'est do it yourself et share et partager en fait, et restituer en fait de ce que les autres ont donné à la communauté pour soi-même être contributeur. Et en fait, pour moi, le vrai enjeu, c'est du do it together. Donc faire ensemble, et on revient à mes premières convictions qui sont comment on fait ensemble, alors que ce soit la ville, l'entreprise, la société, quoi. Et c'est marrant, bon, dans ce que tu dis, parce que sur comment est-ce qu'on fait ensemble, ça nous envoie tout de suite chez Gaëtan, parce que on n'est pas tout à fait dans la même histoire, mais quand même pas très loin non plus. Peut-être tu peux nous dire, alors là un petit peu plus, comment à la fois vous revenez à un savoir-faire, vous réinvestissez du savoir-faire qui a peut-être été un petit peu perdu et que tu vas essayer de retrouver à travers le projet d'édition que tu fais, Hiatus, puisque c'est le nom de l'ouvrage, et puis en même temps, comment tu partages cette ressource finalement, hein, Alors, l'idée, c'était que
au début, Hiatus, j'ai lancé l'idée seul, de manière anonyme sur Facebook, en parlant d'initiateurs de projets, de projeteurs de projets, de ramasseurs d'idées, d'apolitisme politisé, où on s'est dit on va refaire une petite... Déjà, je reviens, parce que le fait que je sois là, ça m'étonne toujours, par le do-it-yourself. Dans Hiatus, nous, on a fait des choses. On s'est réunis dans un coin d'un salon, on a fait des trucs, et après, les gens nous ont dit « Ah, ce que vous faites, c'est ça, en fait. » Ah bon ? Ce que vous faites, c'est du do-it-yourself. Ah bon ? Et c'est seulement après où on a théorisé un peu plus ou moins. Et en fait, on a été obligé parce que la base du projet, c'était pas de publicité, pas de subvention directe. Donc clairement, on n'avait pas le choix que de faire seul. Que de se dire, bon, on n'a pas d'argent, chacun en met 100 balles. Non, on va faire du crowdfunding. Ça, je pense que vous en parlerez de ça. Après, comment on fait ? On fait du prix libre. On veut faire quelque chose d'accessible et qui puisse être partagé. Et pour revenir au fait par toi-même, quand j'ai entendu que tu m'as invité, je me suis dit, bon, c'est quoi le do-it-yourself ? J'ai cherché la définition sur Internet et c'était fais-le par toi-même, mais on pourrait entendre aussi le fais-le toi-même, dans le sens qui veut faire le ménage, bah fais-le toi-même. Et j'ai entendu le mot contre culture, contre société. Je pense qu'il y a aussi une mission d'autonomiser le peuple, les gens, parce qu'on va le rappeler, hein, l'éducation populaire, c'est que les gens fassent des choses ensemble. Je pense que c'est aussi la société qui nous laisse avec un peu de facilité en disant « faites vous-même ». Faites vous-même, nous on s'en occupe pas, faites vous-même. Donc c'est vraiment cette notion de on fait ensemble. Vraiment, nous l'avantage c'était pas de publicité, pas de subvention. Il y avait des étudiants, je crois 3 étudiants qui étaient au Beaux-Arts en 4e année à l'époque. Moi j'avais appris avec 2 ex-copines comment écrire un article de journal. Et après on s'est dit bon, comment on fait quoi ? Donc on se réunit, on fait les choses. On a sorti un numéro 0 parce qu'on s'est dit c'est quand même chelou ce qu'on est en train de faire. Est-ce que les gens vont comprendre ? On a eu plein de retours qui nous ont dit c'est bien, on adore, c'est horrible, vous êtes cuistre supérieur. Donc après on s'est dit bon, le but c'est pas de faire de l'argent, on est d'accord. Bon, par contre on va quand même pas payer pour le prochain numéro. Le truc qui se vend pas. Comment on fait ? Bon bah on va changer. Et donc on a vraiment procédé par essai-erreur pour tout ça. Gros avantage, c'est que à la base on était, je pense, ça allait de bac-2, bac-3 à bac+8. Qu'il y avait des gens qui se connaissaient, d'autres qui ne se connaissaient pas, des gens qui avaient déjà une idée de ce qu'était un projet associatif, de l'édition, de l'illustration, et d'autres pas du tout. Donc on a été obligé de reprendre tous les codes qui nous étaient donnés, les codes du journalisme, les codes de la littérature, du graphisme, des choses comme ça, pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et on fait cet objet. Et puis par la suite, bah, c'était les envies de tout le monde. Donc quelqu'un a voulu faire un festoche, bon, bah, on fait un festival. Ok. Puis ça nous permettra peut-être de vendre entre 2 bières à quelqu'un notre revue. Après, on s'est dit, bon, on veut que ça soit accessible à tous. Donc, on a, pour le coup, moi, je suis contre la propriété intellectuelle. Hiatus, c'est différent. Enfin, il y a des débats. Donc, on s'est dit, on fait un objet qui peut être distribué et réutilisé comme on veut. Et, en gros, les gens peuvent prendre notre Hiatus, le photocopier, en faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne font pas d'argent dessus. Parce qu'on n'est pas cons non plus. On n'a pas non plus donner aux gens un truc qu'ils peuvent vendre, sachant que nous, on n'arrive pas à le vendre. Et voilà, après, c'est un peu comme ça. L'idée, c'est, apolitisme politisé, comme je vous disais, c'était... Je crois qu'on ne se pose jamais la question de qui est de gauche, qui est de droite, qui a voté où, qui a voté quoi et tout ça. On fait juste du politique ensemble, où on a déjà eu 6 versions de nos statuts, des règlements intérieurs, version 12.4, avec un bureau, un CA, comment on appelle ça maintenant, un collège de décision. On est des collégiens, où on essaye de plus avoir une tête pensante et d'autres personnes... On n'y arrive pas vraiment, mais en tout cas, on s'amuse bien, quoi. C'est vrai que c'est pas seulement de l'amusement, parce qu'en réalité, derrière ce que tu dis, ça rend compte aussi d'une manière de fonctionner, de quelque chose qui est peut-être émergent ou peut-être qui ne l'est pas. C'est-à-dire que peut-être que c'est tout à fait anecdotique ici, ou peut-être pas. D'ailleurs, dans la salle, il y a des gens qui pourront probablement témoigner d'autres expériences collectives qui pourraient rejoindre ce que tu fais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là s'articuler des choses entre le domaine de l'éducation, le domaine de la production, et puis le domaine de la consommation. Et sur ces questions de consommation, tu nous dis que tu as là une position un petit peu, un petit peu à distance. Ouais, on n'est pas des vendeurs. On s'est posé la question de pourquoi on n'arrive pas à vendre. Pourquoi on ne sait pas bien faire une compta avec un plan sur 3 ans. Et puis on s'est retourné, on a dit qui fait ses comptes ? Personne. Ok, bon, les gens étaient mal barrés pour faire les comptes de l'asso. C'est vrai. Et après, vendre, on s'est dit, vendre, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est un nouveau numéro. Donc voilà. Après, pour côté de la consommation, je pense que par rapport à ça, la consommation qui va se faire, mais c'est comme dans tout l'associatif, c'est de la consommation de relations.
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, a priori, viennent pour du loisir, pour trouver une nana, un mec, et puis qui finalement, nous, notre but en gros de l'associatif, je pense, c'est d'arriver et de dire bon, t'es venu parce qu'il y avait des gens à rencontrer, quoi. Bah, regarde, tu vas pouvoir faire autre chose. C'est comme pour nos festoches, le but c'est venez boire un coup, venez écouter un concert, quoi. Mais regarde derrière, il y a peut-être un texte à trous, un truc à écrire, un truc à dessiner et tout ça. Donc le seul moment où je vois un côté consommation dans notre projet, c'est peut-être à ce moment-là, de la consommation de relations, de retrouver d'autres personnes en dehors du boulot, de la famille ou des études. Alors, on va peut-être basculer du côté de Virginie Pez, parce qu'en fait, il le dit, hein, il est en train de mettre le doigt sur la question des motivations, quoi. Enfin, finalement, c'est quoi le moteur à cette consommation, quelle qu'elle soit? Tu évoques une manière de détourner à partir de quelque chose, et puis on trouve de l'autre côté. Quelles sont les motivations des consommateurs lorsqu'on aborde le champ très vaste, d'ailleurs, du do-it-yourself? Comment tu nous racontes tout ça? Alors déjà, ce que je pourrais commencer par dire, c'est que le faire soi-même, ça a toujours existé. Depuis toujours, on recycle des objets, on va les détourner, se les réapproprier, donc ça a toujours existé. En revanche, c'est vrai que ce qui est nouveau, c'est l'engouement pour cette forme de consommation et l'importance que ça prend. Peut-être avez-vous tous remarqué d'ailleurs dans les rayons des grandes enseignes de bricots, de déco, de loisirs créatifs, il y a maintenant des rayons spéciaux pour le do-it-yourself à la télé, sur des émissions très grand public de jardinage ou des émissions comme Les Maternelles par exemple sur France 5 tous les matins. Vous avez 10 minutes de l'émission qui est consacrée à une chronique do-it-yourself. Donc vraiment, ce qui est nouveau, c'est vraiment ça. C'est cet engouement qui porte finalement sur cette forme de consommation. Et on pourrait penser que finalement, les motivations des citoyens à avoir cette forme de consommation, ce serait peut-être des motivations économiques, mais en fait, pas vraiment. Quand on regarde dans les études, les motivations économiques, ça ressort pour à peu près, pour moins de 30%, en fait, ça dépend des sources, mais on est en général autour de moins de 30% en fait des citoyens, des consommateurs qui nous disent qu'ils aiment le do-it-yourself pour des motivations économiques parce que ça leur coûte moins cher. Donc en fait, les motivations, il faut les chercher ailleurs. Et en fait, la motivation principale, je crois, et en tout cas c'est ce que nous informent les différentes études et les différents travaux qui sont conduits sur le sujet, c'est que finalement c'est une forme de consommation, c'est une forme d'opposition légère, mais une forme d'opposition quand même au système marchand classique. C'est-à-dire qu'on va consommer différemment, on va essayer de s'affranchir du système marchand dans un monde où finalement on est un peu parfois déboussolé, on ne cautionne pas forcément les logiques marchandes et on a envie de consommer de façon plus responsable, de se rapprocher de valeurs éthiques, de responsabilité citoyenne au sens du développement durable. Donc on va avoir une forme de consommation différente par opposition finalement au système marchand. Et puis depuis très longtemps aussi, on sait que finalement le fait de posséder un objet, le fait d'avoir un objet, c'est pas ça qui va contribuer au bien-être. Si on fait des études de corrélation de ces variables, on sait très bien que le fait de posséder quelque chose ne contribue pas au bien-être d'un individu. On dit, selon l'adage classique, que l'argent ne fait pas le bonheur, mais on pourrait dire aussi que la possession ne fait pas le bonheur. En revanche, ce qui est corrélé au bien-être dans les différentes études, dans les différents travaux qu'on peut mener sur le sujet, c'est l'être, le faire, finalement, le fait de donner du sens à quelque chose, où la dimension finalement symbolique des objets que l'on consomme va être toute différente. Donc finalement, dans le do-it-yourself, c'est un mélange entre des motivations de consommation plus responsable, de consommation avec des valeurs de simplicité, de partage, de cohésion sociale et des valeurs que finalement on choisit et qui sont du coup éloignées du système capitaliste et du système marchand classique. Et puis également des motivations d'affirmation de son identité, de consolidation de son identité, puisque quand on va faire soi-même un objet, on va en fait habiller l'objet avec une dimension symbolique particulière, parce qu'on va associer l'objet à une émotion, à un contexte, à une motivation, à des sentiments qu'on n'a pas forcément lorsqu'on achète le produit tout fait. Donc effectivement, on va avoir des bénéfices symboliques associés à ce que l'on aura fabriqué, qui sont tout particuliers. Et c'est pour ça finalement qu'aux yeux des consommateurs, ces objets ont plus de valeur lorsqu'on mesure très simplement la valeur perçue de ces objets par les consommateurs, par les individus. Voilà.
Et peut-être que juste pour aller tout petit peu plus loin, sur la question justement de la consommation, on a évoqué un chiffre tout à l'heure qui renvoie précisément au périmètre. On ne sait pas très bien l'arrêter. Oui. Mais le chiffre est assez surprenant, celui qui fait référence à on va dire au chiffre d'affaires. Enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Ça pèse combien l'économie du do-it-yourself en France par an? Alors en fait, effectivement, je citais une étude d'un institut d'études qui s'appelle Imbrication, qui a un observatoire du do-it-yourself, et ils ont estimé à 1,25 milliard d'euros par an en France le nombre de transactions qui sont liées au do-it-yourself. Donc c'est un marché qui est colossal, et c'est tout le paradoxe d'ailleurs du do-it-yourself, c'est que quelque part, ce système qui à la base est pensé finalement comme une opposition au système marchand classique, comme toute tendance de consommation, ça c'est récupéré finalement par les grandes enseignes de consommation. Et quand on retrouve finalement dans les rayons d'une enseigne déco, par exemple, un rayon do-it-yourself avec des produits peut-être qui sont fabriqués dans d'autres pays avec une empreinte carbone qui est tout aussi importante que si on avait pris ou acheté le produit fini, voilà, on s'éloigne un petit peu de la logique de départ. Mais c'est tout le paradoxe du do-it-yourself, c'est que c'est une tendance de consommation qui est finalement du coup récupérée par le système marchand classique, qui profite de cet élan pour le do-it-yourself pour finalement l'inscrire dans des logiques marchandes, somme toute, assez classiques. Je rebondis là-dessus pour aller du côté de Vincent, parce que c'est la question de la... Comment est-ce qu'on est à la fois autonome dans sa façon de faire, d'être autonome dans sa décision et en même temps être finalement dépendant d'un système, dépendant d'une offre, dépendant de ça. Ce couple autonomie-dépendance, il est quand même un petit peu là, inscrit dans la façon que vous avez de rendre compte un peu de l'expérience du do-it-yourself. Comment tu entends ce couple-là, autonomie-dépendance? Alors c'est vrai que c'est vrai que on en discutait aussi tout à l'heure, c'est que mon sentiment, c'est que les tensions, elles ne sont pas entre la tradition et l'innovation, mais vraiment entre cette autonomie et la dépendance. Et pour reprendre ce qu'on disait par rapport au début de l'industrialisation, pour moi, ce rapport au faire soi-même débute avec l'après-industrialisation, l'industrialisation, il y a 200 ans. J'évoquais même les shakers, ceux qui ont inventé la passe à linge, la scie circulaire, qui étaient ces communautés qui sont nées à la fin du XVIIIe siècle. Et on a comme ça un ensemble de cycles durant toute cette période où finalement l'industrie qui est la page à la marge, vous avez ces réactions, actions à l'industrialisation, la plupart du temps pour plutôt casser des machines qui venaient enlever de l'autonomie. Paradoxalement, ce qu'ont fait les canuts, et donc cette tension permanente entre la marge et la page, c'est l'histoire pour moi du do-it-yourself. Retour à la terre, prise de conscience, de confiance en soi par refaire. Alors on a d'autres exemples. Entre-temps, on va avoir, je pense, aux castors qui fabriquaient leur propre maison pour des questions économiques. On va penser, il y a plein de gens. Alors c'est des gens à trois. Il y a un monsieur qui s'appelait Georges Knapp qui avait travaillé, qui était d'ailleurs l'initiateur des castors, où vous aviez, on vous donnait du matériel en échange de temps homme. Donc c'était 650 heures. On est dans les années 50-60. Donc en échange donc de ce matériel pour construire votre maison, vous avez du temps heure à donner à quelqu'un d'autre. Alors on imagine déjà à l'époque, quand on travaillait 60 heures par jour, déjà mettre 650 heures pour rembourser, c'était quand même quelque chose assez compliqué. Mais il y avait donc un ensemble comme ça de projets qui étaient un peu à la marge de l'industrialisation, qui ont construit tout ce mouvement-là. Alors ce qui est intéressant avec le mouvement Maker, parce qu'il y a plein de tics, c'est que c'est peut-être la première fois où ce mouvement-là cherche pas à casser les machines. Quasiment même pas les glorifier, mais on épouse les machines aujourd'hui. Et donc c'est intéressant pour ça, c'est intéressant aussi parce qu'on a un moment particulier, c'est un cycle quand même qui s'inscrit avec un horizon numérique, avec une nouvelle figure qui est la figure de l'amateur. L'amateur devient une sorte de personnage comme ça assez puissant, en capacité de faire ou de défaire des systèmes, et pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, les mécanismes qui nous amènent à faire des choix, des fois, sont peut-être à discuter. Et donc, ce rapport-là à la technologie est assez intéressant. Alors moi, il y a un manifeste qui a été écrit en 2014, je crois, 2015, par deux économistes londoniens, et qui s'appelle le manifeste de l'accélérationnisme.
en disant qu'en fait, il faut pas ralentir. Il faut, si on est marxiste dans l'âme, il faut accélérer. Il faut aller plus vite que la machine. Il faut casser la machine. Et c'est intéressant parce que alors évidemment, c'est une provocation. Ça a été débattu dans le milieu artistique, dans le milieu économiste. Voilà, c'est encore un sujet qui est encore un peu chaud sur le rapport qu'on entretient à la technologie. Et évidemment, c'est le rapport à la dépendance ou à l'autonomie, aux outils. Donc, je reviendrai sur un auteur que j'aime bien pour finir. Enfin, pas pour finir, mais c'est Ivan Illich qui, en 1973, écrivait un livre que vous devez connaître qui s'appelle The Conviviality, donc la convivialité des outils. Donc, il définit deux façons d'aborder les outils conviviaux et les non conviviaux. Donc, les outils conviviaux, c'est ceux qui nous permettent de nous augmenter. Donc à l'époque, en 1973, pour lui, la perceuse est un outil convivial parce que ça nous augmente. La perceuse fait des choses qu'on ne peut pas faire. En revanche, pour lui, la voiture était quand même un outil qui n'était pas vraiment convivial. Donc il expliquait économiquement pourquoi ce n'était pas convivial. Et c'est intéressant parce qu'il trouvait que le téléphone, en 1973, était un outil convivial. Intéressant de le relire aujourd'hui. Mais il y avait un vrai sujet qui venait nourrir, c'est aussi le père de l'écologie politique, qui venait nourrir tout ce sujet-là sur l'autonomie, dépendance, qu'on retrouve très inscrite dans tous ces mouvements du do-it-yourself. Voilà. Alors, c'est un petit premier tour d'horizon pour voir un petit peu comment ça se passe. Du côté de la salle, est-ce qu'il y a des questions qui naissent parce que sur certains sujets de l'expérience des uns et des autres, est-ce que vous avez des questions, des choses comme ça? Vous levez la main, puis on vous apporte un micro. Il y a Loïc qui s'est proposé pour ça. Oui, Cyril? Ah non, c'est juste pour le micro, pardon. Non, mais j'en profite pour te saluer, Cyril. Une intervention? Non? Une question? C'est d'une clarté totale. Bon, alors, on va continuer un tout petit peu. Vous levez le bras si vous voulez intervenir. Pour que ce soit un peu moins... vous voyez que ce soit une conversation, pas uniquement entre quatre, mais entre nous, les uns et les autres. Je voudrais juste revenir sur, finalement, cette question de savoir-faire. Parce que on a abordé la question plus particulière du rapport de la dépendance ou de l'autonomie, enfin de cette tension très particulière. Il y a quelque chose autour du savoir-faire qui a à voir avec la question de la transmission, c'est-à-dire du partage en réalité. Et je voudrais revenir sur cette question de la condition du partage. Parce que c'est une question qui est pas seulement naissante dans le do-it-yourself, mais qui est quelque chose qui est consubstantiel au développement du numérique, d'une certaine façon. Paradoxalement, même si après on peut avoir sur le numérique des questions, évidemment des interrogations sur le sens de la façon dont l'économie du numérique conduit la fameuse, ce fameux partage. Je ne vais pas parler des algorithmes qui organisent nos partages, mais sur la question du fond, comment vous analysez cette question du partage? Est-ce que d'une certaine façon, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être encore dans une société qui partage, qui fait du partage un objet central ou pas? Ou est-ce que ça reste quand même assez marginal dans des Fab Labs, des tiers-lieux, des machins un peu perdus? Je plaisante sur les trucs perdus parce que c'est faux ce que je dis, justement. Donc je vous provoque un petit peu là-dessus. Comment vous voyez les questions de partage? Oui, vas-y, allons-y. Vous réagissez tous les quatre. Tu es sur la question du partage, sur la question de l'apprentissage. Oui, je pense à l'exemple que tu donnais sur Wallace Catalogue. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir ou aller le voir, ce livre-là. C'est que ce qui a fait quand même la force de ce magazine, c'est que les gens s'emparaient du magazine et renvoyaient eux-mêmes leur propre, leur propre conseil. Et le catalogue s'est augmenté de quasiment x3 ou x4 à la fin de son existence. Et donc on était déjà sur cette idée-là de partager de l'information avec des choses qui étaient assez extraordinaires. Et c'est vrai que c'est sûrement un des cas les plus intéressants. Et en plus, l'image, si vous regardez vous regardez ce catalogue, on faisait la Terre vue de loin, comme ça. Donc on était déjà sur une certaine idée de cette Terre village. Donc sur la question de l'apprentissage, avec Internet, ce que je trouve assez beau, c'est qu'on a... je suis un des premiers qui a été déçu au départ parce que je me suis rendu compte qu'Internet n'était pas forcément l'endroit où on allait réinventer la démocratie totalement horizontale. En revanche, je trouve qu'on a quand même de belles initiatives. Moi, il y a 2-3 projets... donc, je vais vous donner des exemples de choses qui je trouve intéressantes. Il y a un site américain qui s'appelle Unstructables. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Voilà, où le principe de ce qu'on partage, c'est la capacité à créer des notices
pour faire des objets. Donc il y a de tout et de rien. Je trouve que l'idée est assez belle d'ailleurs. C'est-à-dire comment je suis en capacité de transmettre. Donc on pose vraiment la question de la transmission. Il y a des projets comme Quirky. Tu vas connaître Quirky. Je ne sais pas si ça fonctionne, ça fonctionne toujours. C'est des ingénieurs, vous avez une idée, et puis votre idée va être challengée par des gens, et vous allez mettre ça en partage. Alors, c'est vrai qu'on n'aborde pas la question de la propriété, parce que c'est des vrais sujets, ça, des vrais sujets de fond sur tous ces sites-là, sur à qui ça appartient au final, et que la plupart du temps, même si un site peut paraître gentil, la question de la propriété se pose à un moment donné, quand même. Donc il y a pas mal d'initiatives sur la question du partage que je trouve assez heureuses, et je pense qu'Internet a offert, en tout cas, je pense certains nouveaux langages, en tout cas des choses qui mettent en capacité de mettre une communauté avec des tailles critiques suffisantes pour que, vous voyez, moi j'ai un enfant de 10 ans, il apprend des choses via YouTube. Je ne pensais pas que c'était possible, et il apprend énormément de choses. Ouais, Laurent, tu voulais réagir? Oui, je voulais compléter. Je pense que la question du partage, elle va au-delà du do-it-yourself, parce que quand on regarde en France, quasiment tout le monde est engagé dans au moins une association, voire plusieurs. Donc il y a une logique quand même de partage, de bénévolat. Après, je pense que c'est une question de contexte, d'environnement, avec qui on partage, à qui on donne pas. Enfin, ça, c'est d'autres débats. Mais globalement, si on revient sur les liens avec do-it-yourself, numérique, production et tout, la semaine dernière, nous, on avait la chance d'accueillir au Lorraine Fab Living Lab Joshua Pierce, qui est un des pontes mondiales de l'open hardware, c'est-à-dire c'est concevoir en laissant tout ouvert, donc des objets physiques qu'on va pouvoir partager. C'est un des premiers concepteurs d'ailleurs d'imprimantes 3D ouvertes. Et tout le défi qui soulève, c'est de dire voilà, est-ce qu'on peut laisser les choses ouvertes? Lui, il est anti-brevet, enfin, il veut tout partager. Alors, il y a des initiatives qui montrent que plus on donne, plus on reçoit. Donc, et en l'occurrence, quand on est sur ce genre de projet, notamment de projet de recherche, le fait de laisser via Internet ou dans des colloques et tout des informations, il y a d'autres chercheurs qui s'en saisissent et qui vont amener des choses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et à mon avis, dans Iatus, c'est un peu la même logique. Et puis, il y a cette dualité, tu parlais de néolibéralisme, où il y a la propriété intellectuelle, il faut maîtriser, il faut détenir, il faut vendre ça. Je pense que ça évolue quand même. Les entreprises aujourd'hui sont quand même en train de se questionner sur le fait qu'est-ce que finalement on détient ou pas. Est-ce qu'on a besoin de vendre un objet physique ou est-ce qu'on a juste besoin de vendre le modèle, le pattern de l'objet physique, et si on casse une pièce, ou si on veut acheter une pièce, au lieu d'acheter la pièce en soi, on va acheter le modèle et on va le faire imprimer dans l'usine du quartier. Donc voilà, donc il y a ces débats qui évoluent, et si on tire un peu vers le domaine de la création, de l'art ou de la co-création, quand on est plusieurs à créer, finalement, qui est détenteur de quoi? Et ça, je pense que c'est des débats qui sont pas clos, mais en tout cas, il y a des belles choses qui émergent aujourd'hui et qui, à mon sens, vont vraiment transformer la société, quoi. Réaction du côté de la salle, peut-être, d'une question sur ces histoires de partage, de choses comme ça? Non? Oui, ici. Alors, peut-être, le temps que Cyril... c'est assez lent, hein, si vous voulez. Il faut... T'inquiète pas, ça marche. T'inquiète pas, ils sont 12 en régie. Vas-y. Allô? Voilà, ça marche. Alors, c'est des questions très intéressantes sur l'idée du partage, mais l'idée aussi de comment faire pour partager, comment faire pour travailler ensemble. Par exemple, quand on est créateur, une des premières craintes, c'est de parler d'une œuvre ou d'une idée avant qu'elle soit suffisamment claire. Alors, il faut savoir que, par exemple, un dilemme du créateur, c'est que lui, il propose l'état, qui est la réflexion, on va dire, ultime de sa pensée, et que les autres, comme ils ne sont pas engagés dans le travail, ils vont prendre cela, et effectivement, ils ont un ressort de plus, et donc ils peuvent aller plus loin. Donc il y a une frustration, à mon avis, du part des créateurs, qui est assez difficile à compenser avec l'idée du partage, juste, on va travailler ensemble, on va faire des maquettes, on va réfléchir et tout ça. Donc, moi, je sais que en ce qui me concerne, c'est un des obstacles que je vois dans l'idée du partage. Or, je sais que la mécanique du partage, c'est la chose la plus importante au niveau de la société. Parce que quand deux personnes commencent à partager sur un travail, peu importe à qui est l'idée, elles développent ensemble une réflexion sur l'idée du respect, de la propriété,
de la confusion d'idées. Et d'une certaine façon, ça développe aussi une certaine honnêteté de la réflexion. Et c'est un point assez intéressant parce que quand ils sont honnêtes tous les deux, il n'y a pas de questions financières ou autres qui peuvent influencer. Ces personnes peuvent, jusqu'à un certain point, dire point par point, chacun où il a fait la création. Ça veut dire, moi, ce que je trouve intéressant et ce que je trouve aussi comme défi dans ce type de situation, c'est comment faire pour prolonger ce type d'honnêteté le plus longtemps possible. Et je pense qu'à la base de ce type de société, peu importe comment vous les appelez ou comment vous les définissez, c'est comment finalement développer aussi quelque chose d'un peu plus complexe, plus complet aussi, dans la relation et dans le respect de l'avancement. Vous voyez ? Alors voilà, donc c'est vrai que c'est finalement c'est juste ces points-là qui me semblaient importants et je ne veux pas immobiliser ma moule. Sur deux réactions là-dessus. Sur Gaëtan, toi c'est au concret quoi. Hein. Oui, moi je voulais parler pour donc la notion de partage. Il y a plein de choses, je pense, pour le partage. Tu parlais justement de la notion de création, de vendre une idée ou de vendre un objet. Moi, je parle plus de vendre une démarche. C'est-à-dire que on défend, nous, pour le coup, chez Iatus, on vend l'objet, évidemment, et on va surtout vendre, et par le passé, on vendait nos interventions. C'est-à-dire, ce qu'on vendait, c'est du temps, de la méthode, qu'on allait donner à une association de quartier, à une maison de retraite, à autre chose, pour le temps qu'on allait passer à expliquer ce qu'on avait créé. Et moi, je trouve qu'il y a un rapport bien plus sain aux autres et à la transmission lorsque c'est du temps. C'est du temps. Tu es là 4 heures. Toutes les semaines, les vendredis après-midi, pour transmettre ton savoir, ta manière de faire dialoguer les gens ensemble, au lieu de vendre l'objet. Et je te disais, moi j'ai rappelé le collège de Vézelise cet après-midi pour savoir où ils en étaient. On avait monté il y a 5 ans un projet entre des résidents de maisons de retraite et des gamins de collège. Pendant 3 ans, on y allait, on intervenait, on s'est fait payer, on mettait de la méthode en place, on a formé les animateurs de la maison de retraite, le CPE du collège, et maintenant ça fonctionne tout seul. Et là, je pense qu'eux sont en train de créer vraiment ensemble leur culture. Nous, ce qu'on a fait, c'est vendre du temps, parce que c'était nécessaire. Moi, j'étais salarié à l'époque, donc il fallait bien trouver des sous. Et c'est pas finalement l'objet qu'on a vendu. Après, dans Iatus, nous, on a cet avantage d'avoir développé le projet sous la forme d'un anonymat. Moi, je suis né dans Iatus avec le nom de Séraphine Perronel, et au début, on favorisait énormément l'accès au pseudonyme. Donc, ce qui fait que dans notre numéro 0, il y a quasi personne qui signe de son vrai nom. Et pour la notion de propriété, c'est une manière de faire comprendre aux gens que c'est le projet collectif qui compte. C'est pas l'individu qu'il y a derrière. Et les seules difficultés qu'on a rencontrées, c'est avec les illustrateurs. Les gens qui écrivent, il n'y a aucun souci. Enfin, faites le truc, ça n'a pas de valeur un texte. Offrez un texte à quelqu'un sur un bout de papier à l'arrache pour son anniversaire, même si vous avez passé 15 heures à écrire le texte, il n'en aura strictement rien à faire. À part ma mère, quoi. Voilà. Concrètement. Par contre, offrez une illustration sur un même papier, une feuille A4. Waouh, t'as fait ça pour moi. Donc, le problème, nous, qu'on rencontre, c'est avec les illustrateurs, surtout, qui ont l'habitude de signer leurs illus et tout ça. Et donc, pour moi, la notion de partage, elle existe encore plus quand on va partager, pas en tant que Gaëtan Odessédi qui vient, mais en tant que je suis un Iatusard. Je viens de Iatus, c'est le nous que je viens représenter pour tout ça. Après, nous, c'est clairement nos astuces. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre hein non, c'est tout. Et puis, pour la notion de propriété, je comprends tout à fait, vous avez des réflexions bien plus globales que celles que nous, on peut avoir sur Iatus, mais tous les problèmes qu'on peut rencontrer pour le partage, les droits d'auteur et tout ça, nous, on ne se pose clairement pas la question. On veut que notre projet reste à petite ampleur. Même si, je pense, demain, on avait une fondation qui nous filait 30 000 euros, non, il n'y en a pas, eh ben, on se poserait la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et l'idée de rester à une taille moindre, à moins de 100 personnes pour un projet, je pense que ça empêche aussi qu'il y ait vraiment cette notion de propriété intellectuelle qui rentre vraiment en compte. Clairement, on s'en fout, quelqu'un refait un hiatus à l'autre bout de la France. Il y a des gens dans Iatus qui à un moment avaient dit on pose le nom Iatus. Je dis non, surtout pas. Quelqu'un fait un hiatus plus loin, c'est super cool. Le nom s'appelle Iafus. Et puis c'est pas grave, quoi. L'idée, c'est que l'idée, elle se transmette. Donc voilà, c'est un peu nous notre manière de voir le partage. Et peut-être, moi j'avais envie de partager aussi une impression par rapport à ce point sur le partage. Je crois qu'il faut aussi rappeler à quel point le partage est valorisant. C'est une forme de valorisation, ça apporte des bénéfices en fait, qu'on va appeler des bénéfices sociaux en économie. Donc le partage, ça permet finalement d'apporter une forme de valorisation, ça permet d'affirmer son identité,
c'est une forme de reconnaissance en fait. Typiquement, dans le cas d'Hiatus, un hiatus qui se montrait ailleurs en France, c'est une forme de reconnaissance. C'est parfois plus valorisant que des bénéfices économiques ou monétaires. Donc effectivement, je crois qu'il faut se rappeler à quel point finalement le partage a une dimension sociale et une dimension de reconnaissance finalement. Ça donne le sentiment de savoir et de pouvoir. Et c'est important. Laurent, tu voulais intervenir sur la question de la transmission, parce que le partage, c'est aussi... Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur la question de la reconnaissance. C'est vrai que c'est important, mais dans certains domaines, et notamment le do-it-yourself, qui est très à la mode aujourd'hui, il y a des gens qui sont investis au départ et qui ont été repris, qui ont été copiés et tout, et notamment parce que... il y a eu beaucoup d'appels à projets, notamment autour des Fab Labs et des mouvements do it yourself. C'est pas forcément ceux qui étaient à l'origine des démarches qui ensuite ont eu des subventions ou des aides pour faire les projets. Et donc ça peut créer un certain nombre de frustrations parce que du coup ceux qui sont porteurs au départ, soit ils en ont rien à faire et puis ils se disent c'est très bien et tout, soit ils deviennent aigris, ils sont dégoûtés et du coup ils se referment. Et donc il y a toujours cette dualité et ça revient à ce que vous disiez, monsieur. C'est finalement quand est-ce qu'on on peut lâcher, quand est-ce qu'on peut être reconnu, et ça c'est un vrai défi et aujourd'hui c'est pas résolu. Alors est-ce que la technologie un jour arrivera à le résoudre avec des traces numériques qui permettraient de savoir en permanence qui a pensé quoi et produit quoi. Mais restons encore un tout petit peu là-dessus, Vincent, sur cette question de l'auteur, enfin du designer producteur, quoi, parce qu'en réalité c'est un peu un truc que tu as travaillé, enfin plus particulièrement, et qui, où tu réfléchis sur ces questions au fond d'investissement dans la fabrication d'un objet, mais qui peut-être être mis, d'abord qui est peut-être en open source, j'en sais rien, ou qui est peut-être, mais qui change la figure du producteur. En quelque sorte. La question que je te pose, c'est la question de en quoi le do-it-yourself est au-delà de cette philosophie, en quoi ça change finalement la figure de l'acteur, du producteur, du designer. En quoi ça le transforme ? Je pense que la première chose, je me suis beaucoup intéressé à la question de questions macroéconomiques pour la microproduction, beaucoup sur la question des micro-usines, plus que la question des Fab Labs. C'est vrai que la question de comment est-ce qu'on... Pardon, juste une chose. C'est quoi la différence entre micro-usine et Fab Lab ? Non, mais il y a une dimension, il y a clairement une dimension économique dans le projet de micro-usine. La notion de est-ce que c'est possible, je me pose juste une hypothèse, est-ce que c'est possible de produire plus localement, de façon plus responsable en utilisant des outils numériques. Voilà, est-ce que demain vous aurez des Ikea dans un garage, des gens qui vont produire votre mobilier, et pas du mobilier de designer, mais qui vont vraiment produire du mobilier que vous allez pouvoir utiliser, créant évidemment une relation particulière au mobilier que vous allez acheter. Ce sera plus ce mobilier qui n'a pas forcément d'âme, c'est quelque chose qui aura été fabriqué par quelqu'un qui n'est pas très loin de chez vous, qui va vous permettre d'avoir une idée d'où vient le produit, les matériaux qui ont permis la réalisation de l'objet. Donc créer une nouvelle confiance. Voilà. On recrée de la confiance dans les choses qui nous entourent. Évidemment, la question se pose aussi pour ce qu'on mange. En ce moment, il y a énormément d'investissements qui sont faits dans ce qu'on appelle le digital farming. Donc toutes ces usines avec des robots agricoles. Alors c'est plus vraiment de la science-fiction puisque c'est sûrement un des secteurs d'activité dans lequel on investit le plus en ce moment, pas forcément en France, mais voilà, il y a beaucoup de sujets pour tenir cette promesse, le delta entre dire qu'on va manger mieux et sans faire trop polluer l'atmosphère, puisque généralement quand vous mangez bio, c'est pas forcément tout proche. Ça se fait relativement loin. Donc comment les robots peuvent aider aujourd'hui à manger bio et pas trop loin de chez vous? Donc ça, c'est des questions qui sont à l'œuvre. Donc oui, la figure, je m'intéresse à ces nouveaux visages qui arrivent, qui sont généralement, c'est plutôt des gens qui sont qui ont un certain niveau d'études, qui sont en capacité de faire col bleu et col blanc en même temps.
qui ont un goût, qui n'ont pas peur de passer 60 heures dans un atelier et en même temps être dans une relation presque un peu schizophrénique entre le global et le local. Comment est-ce que j'arrive à penser globalement mon sujet pour être dans les clous d'enjeux politiques, qui sont l'écologie, qui vont être comment est-ce que l'objet va être un objet social aussi, son usine, et puis faire la preuve localement qu'on arrive à s'implanter. Donc qu'on intègre vraiment le tissu économique local. Donc ça, c'est un sujet que je travaille actuellement. Donc cette hypothèse-là, sur fabriquer plus localement, c'est pas uniquement mon sujet, elle est évidemment travaillée par plein d'autres personnes, elle est travaillée par des collectivités, en France, à l'étranger, beaucoup. Aux États-Unis, vous avez pas mal pas de manifestes, mais même des outils autour de From Making to Manufacturing, où on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on arrête d'attendre dans les villes moyennes les grandes entreprises qui vont venir faire travailler tout le monde, mais comment est-ce qu'en tant qu'habitants, tous les gens qui vivent, on arrive à recréer une économie et recréer ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. C'est-à-dire, vous faites rentrer de la richesse sur un territoire. Alors, ce qui se passe aujourd'hui depuis les années 50, depuis l'industrialisation, depuis les années 50, vous avez de plus en plus de nos territoires ont une monoactivité, donc on a de la matière, de la richesse qui arrive et qui repart directement. Et donc le tissu local a tendance un peu à déprimer et vous allez avoir même des choses dont on a besoin, comme les fringues, la nourriture, on ne le fait plus localement, parce que c'est techniquement où les opérateurs ne sont plus en lien avec, avec la monoactivité qui est présente. Et donc il y a un retour en ce moment sur cette réflexion-là, de ce qu'on appelle les fuites économiques. C'est qu'est-ce qui fuit de cette richesse qui arrive, qu'est-ce qui repart, et comment est-ce que des micro-usines peuvent, ou des micro-activités, du recyclage peut venir colmater toutes ces fuites et dynamiser le territoire. Donc c'est un vrai sujet, par exemple, sur les villes moyennes, ou les villes entre 30 000 et 120 000 habitants, sur comment est-ce qu'on arrive à travailler ça. Donc il y a des variables aujourd'hui très très fines qu'on arrive à repêcher, on arrive à faire de la macro et de la micro sur réellement, quasiment sur une partie de Nancy, je peux vous dire, sur Nancy, je peux vous dire exactement secteur par secteur et par micro-secteur, là où il y a des fuites, là où pourrait y avoir potentiellement une petite usine de quelque chose. Un exemple, imaginons que vous ayez, alors c'est pas le cas de Nancy, mais dans notre ville, vous avez des gens qui ont besoin de tel type de plastique, un PMMA ou un PLA, on se rend compte que ça fait venir, donc ces usines-là font venir ce PMMA ou ce PLA de très loin, ou suffisamment loin, et que localement on pourrait récupérer ce PMMA, PLA dans les déchets et en faire une activité économique. Ça, aujourd'hui, on est en capacité de le trouver. Ça ne pourrait pas faire une grosse entreprise qui exporte, mais en tout cas, ça pourrait faire une entreprise qui répond à des besoins locaux. Donc ça, c'est les questions qui m'intéressent. Donc, quelles sont les figures de ces gens qui sont en capacité de recréer de l'activité localement ? Pas uniquement sur du loisir créatif, mais réellement une économie. Donc je parlais plus d'outils de productivité plus que de production. Je m'intéresse beaucoup à cette notion, cet entre-deux entre l'artisan et l'industriel. Voilà, des trucs qui naissent. Comment c'est possible ? C'est en s'aidant d'outillage technologique ou non, mais en tout cas d'outillage généralement pour aider à automatiser, enlever la pénibilité, enlever tout ce qui peut être routine. Le seul job du numérique, c'est d'automatiser les choses. Donc, comment ça peut être utilisé ? Alors, une vraie question que je me pose, c'est comment ça peut être utilisé sans enlever le savoir-faire d'un artisan ou tu parlais de singularité, évidemment, sur ça. Ça, c'est la vraie question et presque automatiquement, c'est vrai que là, il y a une vraie schizophrénie entre la question du geste, ce que c'est la main, et la question du numérique. Son job, c'est automatiser. À partir du moment où ça automatise, voilà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On le sait, ça. Voilà. Donc oui, sur cette figure-là, elle me semble intéressante. J'avais un truc à dire, mais je ne me rappelle plus. On va reprendre. Laurent, tu voulais intervenir ? Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu m'as tendu une perche sur le plastique. Parce qu'effectivement, ces questions de recyclabilité, je peux en parler parce que dans mon laboratoire, j'ai plusieurs collègues qui travaillent sur ces questions-là, notamment autour des circuits courts. Nous, on est parti donc, de la posture Fab Lab où on produisait plein d'objets intermédiaires de conception, des mini-maquettes et tout, parce qu'en innovation, on veut
matérialiser très rapidement les choses, sauf qu'à la fin d'une année, on a plein de déchets, juste parce qu'on veut faire des brouillons, hein, comme on dessine sur un papier, nous on imprime en 3D. Et donc là, il y a beaucoup de déchets plastiques. Et donc on a un doctorant qui a décidé de travailler sur la recyclabilité, en l'occurrence du PLA, d'un certain type de plastique. Et il a montré que c'était faisable, qu'on pouvait aller jusqu'à 6 fois, sauf que le fait de faire la manip, il est allé dans un autre laboratoire qui s'appelle le LRGP, donc un laboratoire bien connu aussi sur la place universitaire nancéenne. C'était environ 250-300 000 euros l'utilisation du matériel pour faire des manips, quoi. Donc une fois qu'il a eu fini sa thèse, la question c'était de dire, bon ok, c'est sympa, on voit que ça marche, maintenant est-ce qu'on peut faire ça pour beaucoup moins cher, et notamment dans la logique Fab Lab, est-ce qu'on est capable dans une petite unité de production ou d'association de reprendre nos propres déchets plastiques, de les broyer, de les passer dans une extrudeuse, donc de refaire du fil, hein, parce qu'en fait l'impression 3D, en tout cas ce système-là, c'est un fil qu'on va faire fondre, qui va faire un objet. On prend l'objet, on le rebroie, on refait du fil qu'on va pouvoir réutiliser. Alors pour le moment, pas indéfiniment parce qu'on est à 6 fois, mais le défi, c'est vraiment de cette logique de circuit court, de recyclabilité. Et puis si on étend au quartier, nous on essaye de voir justement, et on a déjà pas mal parlé de ces questions-là, c'est de voir est-ce que les entreprises locales du quartier où on est, là en l'occurrence Rive de Meurthe, mais un peu plus loin dans Nancy, est-ce qu'on est capable d'aller récupérer leurs déchets, développer avec eux des circuits courts, des logiques comme ça d'unités de recyclage, de production qui clairement peuvent être amenés à transformer la ville. Et alors on n'est pas encore sur la ville qui se fait sur elle-même, mais si on joint d'autres idées comme le digital farming ou d'autres enjeux, ou même la démocratie, il y a des débats extrêmement intéressants et surtout des initiatives en cours très concrètes. On voit que c'est effectivement un sujet qui peut redonner, lorsqu'on aborde la question du développement économique, une autre manière de penser le développement économique. Juste pour finir sur la question du développement économique, on a commencé à très petit et très peu nombreux. Aujourd'hui, on est 5 chercheurs permanents sur la plateforme. Donc on voit bien que c'est des questions qui amènent au-delà de la création d'entreprise, déjà de la création de recherche, et après on a deux startups qui sont sorties de la plateforme. Donc on voit bien que c'est quand même des questions qui amènent des choses, quoi. Mais on sent un mouvement comme ça qui est un peu irréversible, ou est-ce que c'est finalement, ça reste quand même marginal, ou est-ce que vous avez vraiment l'impression, je dis ça à Vincent, je pose la question, ou je pose la question à Virginie, est-ce que c'est une tendance qui est en train d'augmenter, que vous sentez comme quelque chose qui augmente et qui peut à terme transformer le rapport qu'on a à la production, parce qu'il y a une automatisation massive, parce qu'en même temps, face à cette automatisation massive, il y a un retour à autre chose, ou tout simplement parce qu'il y a un autre rapport à l'automatisation qu'on voit nécessaire, qu'on imagine nécessaire, et qu'il va falloir construire d'autres formes de production. Comment vous voyez ça ? On le sent, ça, ou pas encore ? Peut-être des éléments là-dessus ? Alors, moi, mon sentiment, c'est que je pense que, de façon générale, les individus, les citoyens sont quand même assez marqués par tout un tas d'idées, de reportages qui circulent, y compris dans les médias grand public, etc., sur le fait qu'on est dans l'urgence, finalement, et qu'on doit trouver des modes de consommation alternatifs. Et je crois qu'on est tous extrêmement sensibilisés à ça, et ça contribue quelque part à cette forme à cette réorganisation qui est presque urgée par tout ce qu'on peut entendre. Et on a l'impression de vivre un peu dans un monde déboussolé, qui ne sait plus trop comment prendre les choses pour les rendre durables, finalement. Et donc, ça répond sans doute aussi à une quête de fonctionnement différent, ou en tout cas, on se rend bien compte qu'on ne peut plus forcément continuer sur les logiques de production qu'on a dans le modèle classique et traditionnel. Donc, c'était peut-être ma réaction par rapport à ça. Il y a une question de gaspillage, donc l'idée d'une meilleure économie. Aujourd'hui, les ressources s'épuisent complètement et on doit repenser les modèles. Et aujourd'hui, les déchets sont une vraie nouvelle matière première. Donc un des vrais défis, c'est comment on fait avec tous ces tas de déchets qu'on a et comment, aussi paradoxalement, on limite les impacts du numérique, parce que
Quand on a des smartphones, des ordinateurs et tout, c'est des terres rares, c'est parfois des enfants qui font les appareils. Donc, c'est des serveurs, c'est de la chaleur, c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est des fermes, etc. On va se tourner vers le... Tu voulais dire non, ça on va un petit coup du côté de chez vous, là. Alors, comment vous réagissez un petit peu à ce qu'il dit? Rien, vous êtes en train de... Parce qu'il fait bon, hein, donc ça endort. Oui. Là, il y a une... il y a une question ici, puis après une deuxième là-bas. Oui, je vous en prie. Bonjour. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes questions, puisque j'en ai deux. La première, c'est vous parliez tout à l'heure de partage. Et en fait, à aucun moment, vous avez défini la notion de partage. Parce que je pense que la définition est quand même propre à chacun. Et que, dans ce que j'ai entendu, vous associez beaucoup le mot partage au mot don ou à donner, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, je vous laisserai me donner plus d'éléments dessus. Et ma deuxième question va être en rapport avec, effectivement, lorsque le do-it-yourself est un mouvement qui est réapproprié par des grands groupes ou des structures avec des logiques économiques, finalement, cette appropriation va peut-être transformer l'identité même, entre guillemets, du mouvement de base. Et donc, les consommateurs ou les gens comme moi, les pauvres étudiants, qui n'avons pas forcément le temps de regarder, de savoir comment les choses se passent, et qui vont faire confiance finalement à ces structures-là, on se retrouve finalement coincé, sinon piégé, dans un système dans lequel, effectivement, la consommation revient au centre, mais d'une autre manière. Et finalement, le modèle, la base n'est pas transformée, n'est pas modifiée, et on continue de consommer plus. Donc, OK, on va pouvoir réfléchir à la manière de produire moins, mais pourquoi pas peut-être réfléchir à la manière de transmettre, pas seulement des savoir-faire via le do-it-yourself, mais peut-être des savoirs-agir ou des savoir-penser qui... Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Oui, bien sûr, vous êtes clair. On va peut-être tout de suite, avant de prendre la deuxième, parce que je ne sais pas si elle est dans le même système. Non, alors on va répondre à ça d'abord. Sur la question, puisque sur la dernière partie, justement. Hein, oui, moi je vais bien prendre la deuxième question, puis je laisserai la première à mes collègues. Tu pars Gaëtan sur la première. Hein. Alors, j'aime beaucoup votre question. Effectivement, vous vous interrogez sur le fait que finalement, comme le do-it-yourself est récupéré dans le système marchand, est-ce que c'est vraiment du do-it-yourself? Est-ce qu'on garde les valeurs qui étaient pensées à l'origine? Effectivement, on perd un peu la notion de simplicité, de partage, d'empreinte écologique réduite, de développement durable, qui était à la base fondatrice finalement dans la logique du do-it-yourself. Alors, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, et c'est là tout le paradoxe de cette tendance-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent, peut-être vous penserez à moi la prochaine fois que vous vous baladez dans les rayons do-it-yourself d'une enseigne déco, vous verrez qu'en fait sur la plupart des packaging, il y a un logo commerce équitable, développement durable, bois recyclé, etc. Justement parce que artificiellement, on essaye de redonner ce sens initial. Alors, en termes de perception, parce qu'en fait, quand vous regardez bien, c'est souvent des kits, des produits qui vont être fabriqués en Chine avec une empreinte carbone qui est sans doute... Enfin, voilà, il y a des conditions de travail autour de ces kits qu'on peut questionner. Voilà. Donc, effectivement, on va essayer artificiellement de recréer l'illusion de quelque chose qui se raccroche à ces valeurs-là. Mais vous le soulignez à très juste titre, on s'en éloigne un petit peu. Voilà. Mais pour parler de ça, c'est vraiment la notion de prendre conscience de son acte d'achat en fait. Parce que même économiquement, je suis sûr qu'il y a des gens qui achètent 10 fois plus cher un truc qu'ils vont reconstituer que l'objet final. Et je ne sais même pas s'ils se posent la question en fait. Donc c'est là, après je glisse de manière intelligente, quasi intelligente, vers le truc du partage, de réapprendre aux gens à faire ensemble. Et tu parlais de dons. Alors, moi, tous les projets que j'ai montés, je me suis toujours dit, j'en fais 50%. Tu parlais d'un peu de l'idée, de la base. Moi, je peux pas aller plus que 50%, c'est ma limite. Hein. Et les 50% qui restent, c'est les gens qui vont le faire. Et à chaque fois, il y a... là, actuellement, on a plein de nouveaux dans Hiatus pour le pôle jeu. Il y a même des gens qui sont là. L'idée, c'est que nous, on apporte notre méthode. Donc, on va partager, en gros, notre local, concrètement, notre frigo pour mettre des bières, notre histoire, notre passé et notre méthode. Et après, c'est vraiment aux gens de nous donner, sans s'en rendre compte, je pense, déjà du temps. Parce que le temps, c'est un des matériaux politiques évidents, quoi, pour plein de gens, sans s'en rendre compte. Et aussi, c'est le fait de nous pouvoir éprouver un peu nos méthodes à Hiatus de partage, d'échanger sans... concrètement, nous, c'est déjà arrivé à un étudiant de corriger son prof dans Hiatus.
Et donc cette notion de partage, là c'était vraiment la veille, le prof était en classe et apprenait quelque chose à son élève, et le lendemain, il recevait l'article de son prof, et l'élève était amené à dire moi je reformulerais ça d'une autre manière. Donc cette notion de partage, elle est vraiment dans les deux sens. Après, les gens pensent qu'ils sont impuissants maintenant. La société nous fait croire qu'on ne peut plus rien faire. C'est fini. Les seules démarches possibles, c'est peut-être consommer un kiwi bio qui est produit à l'autre bout du monde ou acheter des choses comme ça. Et le but, c'est de faire comprendre aux gens que c'est un partage de pouvoir, en fait. On a tous la possibilité, on peut faire des choses et on va partager ce pouvoir. Seul, j'aurais jamais pu faire hiatus. Peut-être si, avec 15 000 € et en sous-traitant. Et j'aurais quand même partagé, si ce n'est de l'argent. Mais l'idée, c'est vraiment de partager des connaissances et du pouvoir pour qu'on ait un plus gros pouvoir et faire ensemble. Donc moi, ma manière de voir le partage, c'est vraiment ça. Ça n'empêche qu'il y a une notion de don quasi religieux. On se donne à une cause. Pour le coup, moi, je pense avoir bien plus perdu d'argent dans Hiatus, tout le temps que j'ai passé, que d'en avoir gagné. Donc, il y a à la fois cette notion de partage un peu équitable et aussi cette notion, je pense, de don et d'être animé par cette envie de transmettre une chance qu'on a par rapport à plein de gens. Voilà. Ouais, ça s'appelle du militantisme. Hein. C'est vrai ? C'est ça ? Comme ça qu'on dit. Vous vouliez poser une question ? Oui, je voulais rebondir par rapport à ce qui a été évoqué. Moi, je suis promoteur immobilier et de plus en plus, on travaille sur les lieux de vie, en fait. On accompagne nos clients. Le digital, effectivement, arrive aussi dans la construction avec le BIM, Building Information Modeling, qui est effectivement une évolution importante. Alors, on n'ira pas jusqu'au castor, notamment dans les modèles urbains, c'est assez compliqué à traiter. On diffuse, c'est des choses qu'on peut imaginer. On essaye de faire aussi du prêt-à-finir avec les clients. C'est une forme de do-it-yourself. Ikea, alors je ne sais pas, qu'on monte tout soi-même sans meubles. On a une petite partie peut-être qui est du do-it-yourself. Mais on s'intéressait aussi, du coup, dans les lieux de vie, aux pièces à vivre, et notamment... alors, plutôt dans les métropoles où on a des tensions immobilières fortes, la possibilité de mettre à disposition des clients, via une plateforme numérique, des modèles, on a appelé ça des meubles structurants, qui leur permettent effectivement d'avoir des pièces multifonctionnelles. Donc on travaille sur les usages et effectivement ça permet d'avoir une réversibilité au niveau des espaces, puisqu'en fait si on regarde sur des métropoles comme Strasbourg, Paris, peut-être dans une moindre mesure Nancy, mais on arrive avec les normes de constructibilité à avoir une chambre c'est 9 mètres carrés minimum par exemple. Donc si vous mettez toutes ces contraintes normatives, vous avez une construction qui devient normative et à la fin vous allez arriver à avoir un T3 qui fait 48 mètres carrés avec une pièce de vie qui va faire 20 mètres carrés. Ce qui est difficile à meubler, difficile à vivre. Et l'idée, c'était de travailler autrement, de décloisonner, de s'affranchir de certaines normes en faisant ça, et de proposer du mobilier, on va dire, qui est assez malin, qui va pouvoir permettre d'appréhender des espaces en fonction des horaires, de manière différente, en fonction des usages, et d'offrir ces meubles gratuitement via une plateforme open data. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on est en train de développer au grand public, en fait, qui puisse effectivement même le fabriquer. Après, la question, c'est qu'on n'est quand même pas du tout sur des modèles avec une imprimante 3D, ça ne va pas suffire en termes de volume. Enfin, par rapport à la masse, hein, là, on est plutôt sur des hauteurs de 2,50 m, on est sur des contraintes de mécanique. Alors, il y a peut-être des petites pièces qu'on peut faire avec l'imprimante 3D. Maintenant, il y a des Fab Labs en France où on peut effectivement usiner du bois, faire des choses assez travaillées. Et donc, l'idée, voilà, c'est de proposer ces objets au plus grand nombre, qui puissent effectivement appréhender des espaces. Là, aujourd'hui, a priori, pour nous, il n'y a pas d'offre. Ikea fait pas. Donc, et effectivement, c'est poser la question aussi un petit peu de la propriété. La propriété. Alors il y a les common license qui permettent effectivement de dire voilà, ce produit-là, il va pouvoir être utilisé par un particulier sans qu'il y ait de droit spécifique. Par contre, si c'est un industriel, là effectivement, comme disait Hiatus tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, mais de pouvoir effectivement en vivre, enfin du moins que ce ne soit pas détourné commercialement. Et voilà, il y a la question effectivement du do-it-yourself. Et après, la plateforme accepte bien sûr la possibilité d'une contribution, avec des designers, des fabricants qui permettent effectivement d'arriver au produit fini. Mais aujourd'hui, on a encore la question d'accéder facilement, une fois qu'on a le modèle en objet. Là, c'est des objets plutôt, c'est du 3 plis, c'est des produits bois usinés, où on le produit. Aujourd'hui, c'est plutôt des artisans qui vont pouvoir le fabriquer. Vincent, oui, par ailleurs, je travaille avec Vinci Spi Batignolles sur ces questions-là, puis sur tout l'air inventé Paris. On a énormément de projets
bon, qui travaille sur ces questions-là de lieu de vie. Et je parlais récemment avec les gens des FH qui me disaient c'est intéressant parce que FH il fait des quartiers, il fait des immeubles. Maintenant la charge foncière est plus la clé de voûte. Donc en gros c'est combien on vend au mètre carré le projet. Et ce qui est intéressant c'est de voir en effet que vient cette nouvelle brique. Enfin c'est pas une nouvelle brique. Vient cette brique quasiment devant, savoir comment on va construire pas du commun, mais on va construire un espace de vie. On va penser usage. Donc ça c'est intéressant. Et sur les réinventer, donc sur Paris, alors je pense qu'il y en a commencé à avoir dans d'autres métropoles, mais sur réinventer Paris, c'était en gros vous mettez ensemble un programmeur, vous allez mettre ensemble un architecte, des gens qui font des activités, des gens qui vont faire peut-être un Fab Lab, des gens qui vont faire du potager sur les toits. Vous réunissez tous ces gens-là et puis ils vont répondre à une offre qui va être visité par la collectivité, qui va dire ben oui, en effet, ça a du sens, non, ça n'en a pas. Et ce qui est intéressant sur le premier appel à projet Réinventer Paris, les gros cylindrés sont arrivés en disant nous on connaît le job, on y va, et beaucoup se sont fait retoquer. Parce que justement, ils n'avaient pas suffisamment pris en compte, en considération, repenser ces zones de vie qui proposent à des petits de coexister avec des plus grands et dans un quartier. Donc ça, c'est vachement intéressant, cette proposition-là. Ce que je trouve aussi intéressant, peut-être que je parle de la question de la ville, sur la question de la ville fabricante. Il y a un mouvement qui est né il y a 7-8 ans qui s'appelle Fab City, qui est né à Lima d'ailleurs, qui a été vraiment lancé à Barcelone sur cette idée-là, en fait, vraiment à l'échelle de la ville. C'est comment on pense usage avant de commencer à construire, comment on pense recyclage. Alors sur les bâtiments, il y a peut-être que vous connaissez le programme Damoclès, c'est de dire est-ce qu'on peut penser gisement sur site ? Est-ce qu'avant de détruire un bâtiment et que tous les gravats, soient électriques, enfin, tous les gravats industriels partent, parce que la plupart du temps, tous ces gravats-là, où ils partent à l'enfouissement. C'est pas réutilisé, ça part des grandes piscines et on enfouit. Et donc des industriels commencent à se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui reste sur le bâtiment avant de le détruire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir des gens comme Vinci qui investissent par exemple au Pont et Chaussée sur une chaire, par exemple 1 million, en disant voilà comment on va travailler sur ces modes de recyclage, comment on va commencer à penser nos bâtiments pour la fin. C'est-à-dire comment ça va être recyclé dans 60, 80 ans. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi parce que il y a des normes qui arrivent, parce que c'est pas uniquement... faut être clair, c'est parce que c'est régulé et qu'il y a des on dit il va falloir que vous pensiez à ça. Aujourd'hui, on arrive à l'année 2018 pour tout ce qui est électrique, électronique, pour tous les industriels, ils sont obligés de mettre en place une stratégie de recyclage à au moins 60% dans les 5-6 ans qui viennent. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que dès que vous allez avoir un téléphone, il faut que ces entreprises-là pensent la façon dont ça va revenir et ça va être recyclé pour tout matériel électronique. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça se fait pas parce qu'ils pensent que l'écologie c'est important, et je pense qu'ils le pensent. Ils le pensent parce qu'à un moment il y a des règles qui sont mises en place. Ça, faut le dire aussi. Oui, et puis parce qu'il y a une élévation du niveau de conscience globale sur justement cette transition obligatoire et nécessaire, transition écologique absolument nécessaire, parce qu'autrement, si on ne sait pas gérer... Et je voulais juste te dire, il y a des expériences amusantes qui ont été mises en place sur des zones prototypes, des quartiers. Donc à Poblenou, à Barcelone, vous avez quasiment, la ville a accepté de faire changer les modes de circulation pour essayer d'expérimenter pas mal de choses. Donc avec des petits commerces, mais des gens qui fabriquent, mais vous avez le cas aussi à Madrid, vous avez eu le cas il y a très longtemps, et c'est amusant, déjà dans les fin des années 2000, à Riga, avec un financeur qui s'appelle George Soros, qui finançait des expériences comme ça de quartiers un peu innovants, dans lesquels on remettait la production en ville, dans lesquels on essayait de penser des nouveaux usages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a presque un alignement des planètes sur pas mal de choses où les collectivités, les grands comptes, des petits acteurs se disent on est en capacité de travailler ensemble. Et ça devient vraiment intéressant. Alors combien de temps ça durera ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie des stratégies Fab City. D'accord. On arrive au terme un petit peu de notre... Parce que vous avez dit, 19h30, donc voilà. Vous savez, on n'a même pas vu passer le temps, ça va vachement vite. 19h30, on arrive au terme... je voudrais juste 2 mots vous dire 2 choses. D'abord, vous remercier les uns et les autres parce que j'espère que ça a été un peu éclairant. On a vu un peu... Vous vouliez juste rajouter un petit mot ? Oui, dites-nous vite. Bonjour. Une dernière petite question.
Effectivement, on a plein d'intervenants maintenant qui ont fait énormément de choses dans leur vie et autour d'eux. Ouais. Je voulais savoir, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu la sensation que ces changements qui ont été impulsés ont été également impulsés par des transformations internes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vécu des choses, vous avez ressenti des choses qui, maintenant, avec le recul, vous font voir différemment votre manière de construire avec les autres et d'aborder les projets? C'est une question qui s'adresse à... Ah oui, à l'ensemble des intervenants. Justement, je parlais tout à l'heure du do-it-yourself et comment est-ce qu'on transmet plus seulement des savoir-faire, mais comment est-ce qu'on transmet des modes de penser ou d'agir différemment. Du coup, c'est pour ça que je demandais ça. C'est une question un peu compliquée parce que je ne sais pas très bien comment vous allez... La seule chose sur laquelle je peux vous répondre, c'est que depuis quelques années, en effet, au niveau métropolitain, et ça me permet de faire la conclusion en même temps, si vous me le permettez, sur le plan métropolitain, on a créé une mission il y a quelques années qui s'appelle Nouvelle Intelligence des Territoires et que j'ai la chance d'animer sous la direction bienvenante de Denis Chama qui est dans cette salle. Je cite toujours Denis parce que c'est important, c'est un boss au-dessus de moi, donc quand même obligé de citer. Et donc c'est très important, il me demande normalement 2 fois, donc je dis Denis Chama 2 fois pour que voilà, moi je sois tranquille pour 8 jours. Donc sur ça, on a développé, si vous voulez, des ateliers des possibles qui justement s'adresse, et Gaëtan en a fait un petit peu partie à un moment donné, Laurent, toi aussi, d'autres dans la salle. Je salue Sam, qui est dans la salle, Sam Nowakowski, qui est une des personnes piliers avec Cyril Klein sur les ateliers des possibles, justement pour répondre à ce que vous dites, c'est-à-dire au fond, créer des espaces de coopération, de réflexion, de penser ces transformations. Or, ces ateliers fonctionnent depuis plusieurs années, c'est aujourd'hui la 4e saison, qui se développe avec une trentaine de participants à l'intérieur. Je vois aussi, vous êtes nombreux les membres des ateliers, là j'en vois quelques-uns dans la salle, pour réfléchir justement ces transformations, essayer de penser ces nouveaux, mots comme partage, comme circuit court, comme je ne sais pas trop définir tout, mais bon, en gros, c'est autour des transitions technologiques et en quoi ces transitions technologiques et numériques viennent impacter nos manières de vivre au quotidien et en quoi elles transforment les usages, nos usages, mais aussi, d'une manière un petit peu plus large, la façon dont les politiques publiques peuvent entendre et être à l'écoute de justement de ces transformations pour initier ce que tu disais, des partenariats peut-être publics-privés sur des opérations parfois confidentielles, parfois un petit peu plus fortes lorsque le périmètre le permet, et donc de répondre à ce que vous dites, c'est-à-dire en définitive être au plus près de la demande individuelle, sans se tromper de cible non plus, parce que tout ça est un exercice d'équilibriste extrêmement important. En tout cas, ce genre de rencontres et de conversations participe de l'éclairage, je le crois, participe de faire passer des messages et des informations auprès de tout le monde. Demain, nous avons une deuxième rencontre à 15h. Alors évidemment, c'est au milieu de l'après-midi, donc il n'y a que les gens qui ne bossent pas qui peuvent venir. Tout le monde travaille ici, donc c'est un peu embêtant. Mais il y a quand même une conversation passionnante. En tout cas, ceux qui peuvent se libérer, venez. Le thème, c'est intelligence artificielle, Cyril, je ne sais plus. Voilà. Donc, quel avenir pour les créateurs et artistes d'origine? Intelligence artificielle. Voilà, vous avez bien compris le truc. Donc, on surfe un peu sur une question un petit peu comme ça, mais c'est quand même lié à Ring et puis au numérique et à tout ça. Donc, ça nous va bien d'aborder ce genre de sujet. Donc, demain, 15h ici. Et voilà. Et je vous remercie. Bruno, bonne soirée. Ah non, je vous remercie pas. Et donc, quoi? Ah oui. 17h30, une table ronde autour des pratiques de mash-up. Voilà. Avec Vincent Vicarieux, pratique du mash-up. Et pour finir, complètement, le Fab Living Lab accueille en partenariat avec l'autre canal et Ring. Voilà. Donc Brut Pop, qui sont des instruments do it yourself. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, c'est tous les soirs jusqu'à jeudi, donc de 17h30 à 20h. Donc pour ce soir, c'est presque trop tard. Mais il y a encore demain, mercredi et jeudi soir. Donc et en parallèle, il y a également le ballet sous la grande halle. Et il y a plein de choses. Ouais. Et il y a un concert immersif 360 avec Quadriphonia, donc par Human Games, à l'autre canal, donc à 20h et 22h. Donc un programme super. Beau programme, belle soirée. À bientôt à tout le monde. Merci.